Eh bien voilà, nous sommes en ligne. Bonjour à toutes et à tous. Vous ne me voyez pas parce que j'ai des petits problèmes de bande passante ce matin, donc j'ai désactivé la caméra. Et puis ça tombe bien parce que vous constaterez que j'étais en minorité ce matin. Donc je laisserai la parole à mes invités. Sur le thème organisé, donc promu par Moss Mind On Site, Extended Learning, un concept pour de nombreux bénéfices et cas d'usage. Et surtout, ce qui va m'intéresser, moi particulièrement, ça a été dans le cadre de la préparation, et je pense que ce sera aussi le cas pour notre animation, c'est l'idée que nous avons deux clients de Moss Mind On Site, LCGP Formation et Kiabi, qui vont nous expliquer chacun dans leur domaine très divers quels sont les bénéfices de ce qu'on appelle l'extended learning. Et évidemment, on va revenir sur cette notion. Alors, vous êtes déjà un certain nombre en ligne. C'est peut-être l'occasion de nous dire d'où vous venez pour qu'on sache un petit peu la géographie du webinaire. Bon, forcément, il y a des Suisses, puisque Most Mind On Site est une entreprise franco-suisse basée à Lausanne. Il y a aussi des Français, forcément, qui habillent. C'est une marque bien connue. Alors, je vois Université de Montpellier, je vois l'État de Genève, voilà, je vois qu'on a une belle diversité géographique, Vinci, Construction France, etc. Alors, c'est l'occasion d'ailleurs de vous dire que on utilise un outil qui s'appelle Livestorm et vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez la possibilité de contribuer via le chat, etc. N'hésitez pas à apporter vos lueurs pendant le webinaire sur le contenu qu'on va vous proposer. Alors, je propose qu'on commence tout de suite avec nos intervenantes. Donc, eh bien, allons, je vois qu'on est de gauche à droite, autant commencer de cette façon-là. Victoire, à vous la parole. Merci beaucoup, Michel. Moi, je suis Victoire, je suis responsable formation au sein du groupe Kiabi. Ma mission est de piloter notre plateforme de formation dont on va se parler au cours de ce webinaire, mais qu'on a mis à disposition de nos collaborateurs en interne et de nos clients partenaires. Donc, ce sera l'occasion d'en reparler au cours de ce webinaire. Et je passe la parole à Émilie. Qui habille la mode à petit prix, Victoire, par les temps d'inflation galopante, c'est pas mal ça. Exactement, exactement. Et du coup, les personnes qui n'auraient pas encore découvert notre nouveau territoire de communication peuvent le découvrir aujourd'hui. Et Kiabi, c'est toujours plus pour les familles. Émilie. Merci Michel, bonjour à tous. Alors moi je suis Émilie, donc je suis responsable de la plateforme e-learning donc à LCGP Formation et également donc chargée d'ingénierie pédagogique au sein d'LCGP Formation. Alors LCGP Formation, on peut peut-être demander à Mylène de nous expliquer en deux mots ce que c'est et surtout de bien différencier ça de la compagnie des CGP. De quoi s'agit-il, Mylène? Alors, LCGP, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis responsable administrative et pédagogique au sein de LCGP Formation. Alors, LCGP Formation donc c'est un organisme de formation ouvert à tous, qui est certifié Calliope et qui propose des formations réglementaires dans 4 domaines, la finance, la banque, l'immobilier et l'assurance. Voilà, donc nous sommes effectivement, on va dire que 80 de nos clients, sont, les adhérents, de la compagnie des CGP. Voilà. C'est une idée qui est arrivée, de créer ce partenariat et LCGP Formation est devenue, à 100 est rattachée à la holding, la compagnie, des CGP. Voilà. Donc c'est un domaine, très réglementé, et on vous expliquera ça plus en détail, par la suite, comment on fonctionne. Alors, avant d'aller plus loin, laisser la parole à Estelle, on peut dire qu'on a déjà là deux
une différence importante entre, d'une part, Kiabi, qui, par formation étendue, et on va revenir évidemment sur ce concept, c'est d'ailleurs Estelle qui va nous éclairer là-dessus, par formation étendue, entend la formation des partenaires du réseau de distributeurs, que ce soit franchisé ou pas d'ailleurs de la marque Kiabi, alors qu'avec LCGP Formation, on est plus dans la formation des clients de la compagnie CGP avec un organisme de formation là qui est un véritable centre de profit. Donc ce sera intéressant de voir un petit peu comment la formation étendue s'exprime dans ces deux contextes différents. Estelle, vous êtes Moss Mind On Site et vous êtes en Suisse ou en France? Et oui, je suis Moss Mind On Site. Donc, moi, Estelle, je travaille pour l'éditeur qui héberge les formations de nos 3 interlocutrices du jour. Alors, moi, à titre personnel, je suis côté France, mais je traverse souvent le lac pour rejoindre mes petits camarades au Vous bureau prenez à le bateau Lausanne. à Évian ou à Thonon-les-Bains et vous À, allez jusqu'à à Lausanne, c'est Thonon-les-Bains, ça? exactement. Ouais, ouais, Thonon-les-Bains. tout à fait. Et donc moi, je suis consultante digital learning chez Moss, donc je partage mon activité entre la partie commerciale et la partie projet. C'est le côté, couteau suisse, hein, de Moss et de l'entreprise. Voilà, et je suis ravie du coup de participer à ce webinaire aujourd'hui, puis de retrouver, Victoire, Émilie et Mylène, que je connais bien, alors, bah, soit pour, échanger au quotidien avec elles sur les aspects, commerciaux ou projets. Alors, deux choses concernant Moss qu'il faut savoir. Déjà, c'est que vous êtes une filiale du groupe Demos, qui est un leader européen de la formation professionnelle continue. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous baignez dans un contexte où Mmh. vous connaissez les métiers de la formation, les besoins des services formation, etc. Et puis, la deuxième chose que je voulais noter, c'est que vous êtes fait un nom depuis maintenant des années, parce que vous avez fêté vos 20 ans il y a très peu de temps lors du club Effectivement. utilisateur qui s'est tenu à Lausanne il y a quelques semaines. Eh bien, vous êtes fait un nom dans le domaine de la formation étendue. Alors, justement, je voudrais maintenant qu'on entre dans cette question en donnant quelques rappels. Et puis, Estelle, puisque vous aviez la parole, alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est que l'entreprise étendue et puis, par votre conséquence, la formation de l'entreprise étendue et donc la formation étendue, Extended Learning. Oui, oui, alors on va commencer effectivement par une petite remise en contexte de cette notion, hein, dont on entend beaucoup parler et qui est chère, à Moss, hein, Mind On Site notamment. Donc on parle d'entreprise étendue, extended learning, hein, quand c'est appliqué au domaine de la formation. Alors qu'est-ce que c'est exactement que cette entreprise étendue? Donc quand on parle de formation d'entreprise étendue, hein, on parle de formation de tout l'écosystème de l'entreprise, hein, finalement, toutes les parties prenantes, aussi bien internes qu'externes. Donc ça regroupe bien entendu les collaborateurs de l'entreprise, donc là on va être à l'interne, mais c'est également, si on ouvre le scope à l'extérieur, c'est également donc les réseaux de distribution, les fournisseurs, les partenaires et puis les clients. Alors je vais m'arrêter un moment sur les clients parce qu'il y a plusieurs types de clients finalement, hein. Il peut s'agir de clients utilisateurs d'un produit, hein, par exemple, et chez Moss, on est bien placé pour en parler car nous formons, hein, nos clients à l'utilisation de nos solutions logicielles. D'ailleurs, il faut savoir, je vous donne un premier petit chiffre qui est extrait d'un sondage Thought Industries, que 61% de la formation d'entreprise étendue concerne des entreprises dans l'édition de logiciels. Donc voilà, à D'accord. juste titre, enfin, nous, on joue également notre rôle dans ce domaine et puis notamment dans l'onboarding, on y reviendra, de nos clients. Et puis dans le domaine de la formation, il y a des clients, hein, également. Donc pour les écoles, alors je ne sais pas si on a Roli, hein, parmi notre audience aujourd'hui qui travaille pour l'école de la deuxième chance, mais pour les écoles, par exemple, les clients, ce sont les étudiants, hein, par exemple, les élèves. Et pour les organismes de formation, comme LCGP Formation, ce sont les stagiaires, les adhérents, etc. On peut également citer, hein, dans les publics de l'entreprise étendue, le secteur associatif, puisque, dans le secteur associatif, on a, les membres, les bénévoles, voire les bénéficiaires également des actions, qui sont entreprises, qui sont à former. Bref, tout un écosystème, finalement, tout un écosystème autour de l'entreprise qui va participer, à l'émergence de nouveaux systèmes de formation innovants et à l'acquisition de, nouveaux savoir-faire, également. Merci Estelle pour cette rapide présentation. Alors, on va pouvoir Mmh. commencer peut-être par un sondage. Estelle vient de vous présenter
ce qu'est l'entreprise étendue. Et voilà, on vous pose la question, est-ce que vous formez, vous, l'entreprise étendue? Est-ce que vous formez des clients? Est-ce que vous formez des partenaires, des réseaux de distribution? Non, mais c'est un projet, non pas pour le moment. Ou bien, dites-nous dans le chat où vous en êtes par rapport à ces questions. Donc, eh bien, Pour le moment, il y a une grosse tendance qui se dégage. il y a une grosse tendance qui se dégage. J'imagine. Alors, Marion, on ne la voit pas, mais Marion, c'est la personne essentielle de ce webinaire, puisqu'elle est au back-office et c'est elle qui répond dans le chat et c'est elle qui organise notamment les sondages. Et donc, Marion, je pense, c'est elle, ou à moins que ce soit Estelle, qui décidera du moment où on peut clôturer le sondage pour voir les résultats s'afficher et pour tout simplement faire les commentaires. Mais vous avez un petit onglet sondage. Ah oui, effectivement. Oui, il y a quelque chose qui se dégage là. Bien, moi je pense qu'on peut clôturer. Alors Estelle, puisque tu avais la parole, je te la laisse encore pour un petit instant. Oui. Ton commentaire sur les résultats du sondage, ça correspond Alors, à ce que tu vois chez Moss, Mind On Site? Alors oui, enfin nous concernant, on est clairement dans le sujet, dans le thème. Alors les écarts se sont un peu réduits quand même par rapport, enfin la tendance qui débutait au niveau du sondage. Donc la majorité quand même pour la formation d'entreprise étendue, c'est la réponse c'est oui, je forme des clients. Donc effectivement, hein, chez Moss, enfin voilà, on est bien placé effectivement, on est en plein dedans. Et puis l'autre tendance, sinon, c'est non, pas pour le moment. Donc voilà les deux principaux résultats de ce sondage. Alors il faut savoir, du coup, on va vous redonner quelques petits chiffres si on passe à la slide suivante, Michel. Merci. Que donc 60% des organisations ont augmenté leur investissement en formation de l'entreprise étendue de plus de 30% en 2021. Donc, c'est également 30% des entreprises qui ont lancé un programme de formation s'adressant à l'entreprise étendue en 2021 contre seulement 8% en 2020. Donc, on voit que les chiffres augmentent, les entreprises s'intéressent de plus en plus à cette population, à ce type de formation. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que dans le webinaire, on a 36% des participants qui disent non, pas pour le moment, mais qui sont tout de même aujourd'hui à notre écoute et donc elles s'intéressent au sujet de l'entreprise étendue. Alors pourquoi finalement on forme l'entreprise étendue? Quels sont les bénéfices de ce type de formation? Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la slide juste derrière. Alors les bénéfices, ils sont de plusieurs types. Donc le premier, effectivement, s'imprégner de la culture d'entreprise. Alors ça participe typiquement donc au taux d'adoption des produits, services de l'entreprise. Les entreprises qui investissent le plus dans la formation de l'entreprise étendue sont celles qui ont le meilleur taux d'adoption. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et ensuite, on a également marquer l'entrée en relation. Donc derrière ça, on va retrouver un petit peu la notion de onboarding, intégration des entreprises, enfin des publics externes. Donc pour 62% des entreprises interrogées, l'onboarding et la rétention des clients sont les bénéfices les plus importants de la formation de l'entreprise étendue. Donc augmenter le taux de rétention des clients, on le voit là sur cette slide en dernière position, mais c'est vrai que c'est vraiment un des objectifs et un des bénéfices attendus. Ensuite, on a également tirer le maximum de valeur des produits et services. Ça, évidemment, ça participe. Le fait de former l'entreprise étendue, c'est avoir la garantie en fait d'avoir une utilisation, on va dire, à bon escient des produits et services de l'entreprise, d'avoir le discours adéquat, et bien entendu, ça réduit également les coûts liés au support et au service client, puisque plus on a de population étendue formée, et moins ensuite on aura de temps à passer, d'accompagnement à délivrer au quotidien. Donc vous voyez que les bénéfices, ils sont assez larges et de tout type. Avant de laisser la parole à Kiabi, l'Académie Kiabi, je voulais faire quelques remarques là-dessus. Déjà, une remarque intéressante, c'est qu'on a bien compris à t'écouter, Estelle, qu'il y a d'un côté
l'extended learning, la formation étendue, c'est-à-dire la formation des partenaires de l'entreprise d'une façon générale, qu'ils soient clients, fournisseurs, sous-traitants, freelancers, réseau de distribution, etc., etc. Et puis d'un autre côté, il y a la formation dite corporate, qui est la formation des collaborateurs, que ce soit les lignes métiers dans l'entreprise ou que ce soit des formations plus générales, transverses, d'upskilling, de reskilling, puisque ce sont des termes qu'on utilise beaucoup depuis maintenant quelques années. Évidemment, on va creuser cette question de la formation étendue, mais je voudrais d'ores et déjà que par rapport à tout ce qui va être dit par Kiabi et LCGP Formation, j'aimerais qu'on prenne du recul en se disant qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de la formation étendue qui pourrait être inspiré finalement les dispositifs de formation corporate, c'est-à-dire les dispositifs de formation des collaborateurs. Tu parlais, Estelle, notamment de la capacité d'innovation qui existe dans le champ de la formation étendue, tout simplement parce que les partenaires ne sont pas captifs comme les collaborateurs, ce sont des clients, ce sont des distributeurs qu'il faut convaincre de se former, et donc on est obligé parfois d'aller un petit peu plus loin que dans la formation corporate pour imaginer des solutions qui renforcent l'engagement des collaborateurs. Donc ça, c'est des partenaires qu'on peut imaginer ensuite projeter dans le domaine de la formation corporate. Donc ça, c'est un élément, par exemple, sur la question de l'engagement des apprenants. Mais je souhaiterais qu'on prenne d'ores et déjà cet angle de vue dans tout ce qui sera dit par rapport donc aux études de cas que nous allons mener maintenant. En quoi ça peut nous inspirer, responsable formation, nous, plus en charge du corporate. Bon, ceci dit, j'en ai beaucoup, j'ai été très bavard, donc je vais laisser là la parole à l'Académie Kiabi. C'est Victoire qui va nous dévoiler le poteau rose. Alors, c'est quoi cette Académie Kiabi et la formation étendue selon l'Académie Kiabi, ça consiste en quoi ? Merci Michel. Alors chez Kiabi, donc on est une entreprise de vente de prêt-à-porter. Donc notre population apprenante, elle est principalement dans des magasins, et nous avons évidemment cette complémentarité entre des magasins dits corporate, alors que nous on appelle les succursalistes, hein, donc ce sont nos magasins en propre. Et puis, nous avons également beaucoup de magasins, et de plus en plus même de magasins en franchise à l'international. Donc là, on a deux défis à relever. Le premier, c'est de réussir à former de manière qualitative des collaborateurs qui ne sont pas rattachés directement à Kiabi. Donc là, on doit vendre de la prestation. Donc ça nécessite, comme le disait Michel, parfois de revoir un peu la manière dont on propose de la formation. Ça nous a pas mal challengé sur nos formats, parce que, comme je le disais, on est sur des développements à l'international et on se heurte parfois à l'interculturel, et on voit bien que ce qu'on a produit chez nous en Europe ne peut pas toujours fonctionner dans les zones dans lesquelles on souhaite se développer. Donc ça a été un vrai défi. Et puis, bien évidemment, il y a aussi le défi de la langue et de l'accessibilité de nos contenus. Le digital a été une réponse pour nous en termes d'accessibilité et en termes de facilité de mise à disposition en multilingue. Et Emos nous a beaucoup accompagnés sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, la formation à l'entreprise étendue chez Kiabi, ça va être principalement la formation de nos affiliés et de nos franchisés. Et pour le coup, chez Kiabi, on parle de clients partenaires. Donc, on a mis les deux, nous. Avec donc Victoire, je le disais, Victoire, deux statuts différents, les affiliés et les franchisés. Donc, j'imagine que la formation pour les franchisés, notamment, fait vraiment partie du contrat. Non seulement la formation qu'on pourrait qualifier d'inaugurale, c'est-à-dire au moment où finalement un entrepreneur souhaite rentrer dans le réseau Kiabi pour représenter, franchiser finalement, être un franchisé de la marque Kiabi, mais aussi vous avez mis en place tout un dispositif de formation continue, parce que j'imagine que vous lancez
une ou plusieurs collections annuelles. J'imagine que dans les outils informatiques que vous mettez en disposition des franchisés, là aussi, il y a des évolutions de logiciels, etc. Donc, l'Académie Kiabi, elle s'occupe de ça chez les franchisés. Et est-ce que chez les affiliés, on est dans un domaine un petit peu différent ou est-ce que non, finalement, l'ensemble des programmes de formation se superposent complètement? Alors, en fait, déjà pour donner quelques clés de compréhension, pourquoi chez Kiabi on distingue les affiliés et les franchisés, globalement, on va considérer que les contrats d'affiliation sont des magasins dans lesquels on a déjà des magasins en succursale. Oui, voilà, des pays dans lesquels on a déjà des magasins en succursale. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un support, il y a une proximité avec des équipes succursalistes, avec des équipes qui sont déjà formées. À l'inverse, la franchise, ce sont des contrats que l'on développe à l'international dans des zones où Kiabi n'existe pas. Donc, on est sur des ouvertures de pays. On vient, importer le concept de Kiabi et de nos magasins dans ces zones. Alors, on se parle de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie aussi, de l'Europe de l'Est. Et avec de très beaux projets encore à venir sur les années qui arrivent. Et en fait, du coup, forcément, les dispositifs ne peuvent pas être les mêmes parce que quand on est dans un pays où on a des magasins succursalistes, on a un support de ces magasins-là qui ont la compétence et qui peuvent être en proximité. Donc c'est plus simple, je dirais. On peut s'appuyer sur les forces en présence. À l'inverse, quand on ouvre en franchise, évidemment, on arrive souvent sur des situations où on a parfois une méconnaissance totale de la marque, voire même juste du concept de vente de prêt-à-porter, de grandes boutiques de prêt-à-porter. Donc là, sur la formation, c'est un peu différent. On va mettre un dispositif qui est un peu différent. On va faire se déplacer un collaborateur expérimenté français généralement dans le pays pour qu'ils puissent accompagner les équipes. Et ça, en effet, ça fait partie du contrat de base de la franchise. On est sur la formation inaugurale, la formation initiale. Et ensuite, on aura un accompagnement plus sur le long terme avec de la formation continue où on vient mettre tout un accompagnement en digital avec des modules de formation qui restent, qui sont pérennes et qui permettent à nos franchisés de se repérer sur les règles et normes qui font l'identité de Kiabi en termes de merchandising, en termes de relations clients, en termes de management également. Et puis, on a aussi un accompagnement en formation, je dirais, synchrone. Donc, ça peut être soit par de la classe virtuelle, soit par vraiment un collaborateur qui se déplace pour faire de la formation en présentiel. Donc, voilà, on a vraiment la formation initiale qui est plutôt généralement prévue au contrat d'office. Et ensuite, on a la formation continue où là, on doit vendre de la prestation à nos clients partenaires. Merci Victoire. Avant de passer à la table ronde, eh bien, je vais demander maintenant à Émilie et Mylène de présenter, de répondre aux mêmes questions finalement. Sur quel marché est-ce que la compagnie des CGP intervient et donc l'organisme de formation? Et puis, quelles sont vos problématiques de formation sur ces marchés qui sont bien différentes, je pense, de celles que vient d'indiquer Victoire? Oui, effectivement, Michel, nous ne sommes pas du tout dans le dans le même domaine. Alors, on intervient, donc SCGP Formation, qui est rattaché à la compagnie des CGP. C'est un domaine très particulier et surtout très réglementé. Pour vous expliquer en quelques termes, un conseiller en investissement financier, donc un conseiller en gestion de patrimoine, doit effectuer 7 heures de formation réglementaire par an, du 1er janvier au 31 décembre. Un intermédiaire en assurance, donc un mandataire ou un courtier, lui, doit effectuer 15 heures de formation obligatoire par an. Dans le domaine bancaire, donc un courtier dans le domaine bancaire, lui, doit en effectuer 7 heures. Et en ce qui concerne le domaine de l'immobilier, il doit faire 42 heures. Alors là, c'est un tout petit peu différent par rapport aux 3 autres statuts, puisque l'obligation de formation est de 42 heures sur 3 ans. Donc si vous faites une moyenne, on va dire 14 heures par an. Donc un adhérent chez nous
qui a les 4 statuts doit effectuer 43 heures de formation annuelle. C'est vraiment énorme. Donc, la problématique que nous rencontrons, et c'est pour ça que nous sommes sans arrêt obligés de renouveler notre catalogue de formations, ce sont des formations obligatoires. Donc, qui dit formation obligatoire, elles sont non engageantes. On a de réelles difficultés motivationnelles, puisque quand vous êtes dans l'obligation, voilà, chaque année, vous vous dites: «Je vais faire 43 heures ou 15 heures ou 7 heures» et cetera. C'est compliqué de motiver, les apprenants, à faire des formations. On est sans arrêt, nous aussi, obligés de renouveler notre catalogue, de formation puisque, les 2 populations qui travaillent aussi bien en assurance, que dans le domaine bancaire, eux, ont en plus une obligation, ils doivent effectuer des formations qui sont en adéquation avec leur mission et leurs tâches quotidiennes. Et chaque année, ils doivent, faire une formation différente. Donc, il y a vraiment une problématique. Donc, on est obligé chaque année en amont, lorsqu'on va concevoir notre catalogue de formation, de réfléchir à des thématiques, de reprendre, de toute façon, en assurance, en banque, enfin, on a toujours à peu près les mêmes thématiques, mais nous articulons, au niveau du e-learning, nos formations et nos propositions de modules de manière différente pour que nos adhérents s'y retrouvent et ne fassent pas chaque année, les mêmes formations. Alors ça, c'est vraiment une problématique. On a un 2e souci, c'est que mis à part les conseillers en investissement financier, qui sont obligés d'effectuer leurs 7 heures de formation annuelle, via LCGP Formation. Pour le reste, pour les 3 autres statuts, donc en banque, en assurance et en immobilier, ils peuvent très bien aller faire leur formation dans un autre organisme. Ils n'ont aucune obligation. Donc, notre problématique aussi, c'est que nous, on va chercher, à captiver et à capter, les adhérents et leur donner l'envie, de venir effectuer, leur formation chez nous. Alors le i on a une partie donc, en e-learning, on a une partie, en présentiel, hein. On a repris donc, après la crise covid, depuis cette année, on a repris, les formations, en présentiel. Mais on a quand même des personnes, depuis la covid, qui sont vraiment, qui ne veulent plus se déplacer, et qui sont vraiment, des pros, ils ne veulent vraiment plus que faire du e-learning et donc on est sans arrêt en recherche, de nouveaux modules, puisque nous on fonctionne sur, on achète ce qu'on appelle des modules sur étagère. Donc on passe par des fournisseurs d'e-learning et on essaie sans arrêt de renouveler et de partager et d'avoir de nouveaux partenaires pour que nos adhérents, on puisse les fidéliser et qu'ils veuillent vraiment, acheter de la formation, chez LCGP Formation. Voilà, puisqu'on est quand même, voilà, une société commerciale. On ne fait pas de formation pour les salariés et donc vraiment, la problématique, c'est que voilà, il faut trouver sans arrêt de nouveaux clients. Même si on a les adhérents de la compagnie des CGP, ils n'ont pas d'obligation complète de faire de la formation chez nous. Et une dernière problématique, c'est qu'on est aussi soumis, les assureurs donc proposent des formations gratuites et nos adhérents peuvent très bien, aussi aller effectuer ces formations et nous proposer des attestations de formation comme quoi ils ont bien effectué leurs heures, sans forcément passer par notre plateforme, e-learning pour acheter de la formation. Merci Mylène. Alors, puisqu'il est question de plateforme, Émilie, et que c'est vous qui en êtes responsable de cette plateforme e-learning, comment ça se traduit cette contextualisation que Mylène vient de nous présenter? Donc, pour résumer, c'est pas simple parce que à la fois on a affaire à des formations réglementaires qui obligent les différents clients que vous avez effectivement à obtenir des certifications, etc. Mais en même temps, ils ne sont pas obligés de passer par vous. Ils peuvent même passer gratuitement par des assureurs et autres qui offrent ce type de modules. Par ailleurs, j'ai entendu évidemment la question de l'évolutivité. Tout ça doit être très évolutif, ça doit
s'accorder finalement avec l'évolution de la réglementation et au fait que les apprenants ne reçoivent pas chaque année la même formation. Comment tout ça se traduit à l'intérieur de la plateforme finalement, Émilie? Alors oui, effectivement, on a une grande problématique d'apprenants qui sont non captifs. Donc, on est soumis aussi à un secteur qui est très concurrentiel. Donc concrètement, comment ça se passe? Nous, on a 3 piliers. Alors je reviens sur ce qu'Estelle disait en début de présentation. Ça va être vraiment jouer sur l'onboarding, les nouveaux apprenants qui arrivent chez nous ou les nouveaux adhérents à la compagnie. On va essayer de mettre en place une journée de sensibilisation pour leur présenter un peu comment on fonctionne, mais surtout, ça va être un accompagnement très individualisé avec une analyse des besoins, une analyse de leurs demandes. On essaie de coller au plus proche de nos besoins et de proposer notamment un large catalogue de formations qui nous permet d'être au plus près voilà, de leurs besoins, de ce qu'ils attendent, etc. Et ensuite, nous, on fonctionne beaucoup sur des entrées-sorties permanentes, c'est-à-dire que quand un apprenant a un besoin de formation immédiat, il faut le faire parce qu'on arrive à la fin de l'année ou à expiration de leur carte professionnelle, il faut que on fasse la formation vite. On essaie d'être très réactif sur la plateforme pour justement avoir cette réactivité qui nous permet de fidéliser nos apprenants et de réussir à les capter. Autre défi aussi qu'on est en train de s'y mettre, c'est la ludification, l'engagement dans les formations. C'est vrai qu'on n'est pas dans un secteur qui est très sexy, si j'ose dire. Effectivement, la formation réglementaire est compliquée, surtout quand on doit la refaire chaque année. Alors, effectivement, ce n'est pas les mêmes thèmes, mais il faut se mettre à la place d'un apprenant qui a 42 heures de formation par an. Il faut qu'il ait envie de venir sur notre plateforme. Et là, on est en train de développer des choses qui soient plus faciles d'accès en divisant les canaux, en faisant de la classe virtuelle, en faisant du présentiel, comme l'a dit Mylène, en conjuguant e-learning et notre projet, là, ça va être une formation hybride, conjuguer e-learning pour tout ce qui est apport théorique et ensuite essayer de mettre en place des tables rondes avec des échanges experts à la suite de cet e-learning. Mais il faut toujours se renouveler, proposer de la nouveauté à nos clients pour qu'ils aient envie de re-signer chez nous et que du coup, on augmente notre part dans ce secteur-là. Merci pour cette introduction. Alors, je voudrais là qu'on pointe avec ce que vous avez dit toutes un certain nombre de choses qui me semblent essentielles. Alors, déjà, la question de captif, pas captif. C'est intéressant. Comme disent les Chinois, on peut conduire un âne jusqu'au puits, on peut l'obliger à aller jusqu'au puits, mais une fois qu'il est devant le puits, on ne peut pas l'obliger à boire. Donc, la grande question, c'est on met la plus belle plateforme possible entre les mains des apprenants, on communique massivement, on fait du marketing, etc. Mais au fond, quelles sont les techniques qui permettent à la marque Kiabi, mais aussi donc à l'organisme de formation que vous représentez, Mylène et Émilie, d'améliorer l'engagement des clients ou des partenaires à l'intérieur du dispositif. Victoire, quelles sont vos techniques pour améliorer cet engagement et faire qu'effectivement il y ait du trafic sur la plateforme? Alors, je dirais que nous, notre principal levier, c'est de faire des preuves. C'est-à-dire que on va mettre à disposition des contenus, on va évidemment communiquer, on va avoir des ambassadeurs qui vont aller en parler auprès des clients partenaires, etc. Mais au final, ce qui fonctionne le mieux, c'est de prouver que grâce à la formation des équipes, 2-3 mois après, quand on revient checker la conformité au merchandising, par exemple, on a un bon score, en fait.
J'ai l'impression que On a perdu on a, Victoire. on a perdu Victoire. Bah alors, Oui. c'est pas grave, elle va revenir. Victoire, moi, ce que je retiens, hein, c'est que, il faudra pas le perdre de vue, c'est que la meilleure façon d'engager les apprenants ou les partenaires dans la plateforme de formation, c'est de pouvoir démontrer qu'il y a un vrai lien entre le business, les résultats business et les investissements formation. Et on peut imaginer qu'un franchisé est très sensible est facilement convaincu qu'il doit se former ou que ses collaborateurs doivent se former à partir du moment où effectivement on a démontré que la formation avait créé de la valeur. Donc je reformule un petit peu ce que vous disiez, Victoire, mais là on est clairement dans la formation au service du business et la meilleure façon de pousser les gens à se former, et notamment les franchisés, c'est de leur montrer qu'ils font plus de business grâce à la formation finalement. Exactement, c'est vraiment ça. Bon, on retiendra ce point, ça me convient bien, moi, l'idée de la preuve, parce qu'on demande de plus en plus à la formation de faire ces preuves. Mylène et Émilie, est-ce que vous reconnaissez cela? Est-ce que vous avez avancé suffisamment dans votre dispositif pour pousser le bouchon jusqu'à démontrer que la formation, l'investissement en formation euh, a une possibilité de valeur en matière de business pour les clients que vous formez, ou est-ce que vous avez d'autres ressorts d'engagement pour l'instant? Voilà, moi je vais, de notre côté, LCGP Formation, la problématique est totalement différente puisqu'il y a cette partie, obligatoire. Oui, Alors nous, notre recherche, c'est avant tout de trouver, des partenaires qui nous fournissent des formations de qualité. On ne veut pas se diriger vers de la formation qu'on pourrait appeler low cost, parce qu'on pourrait travailler avec, des partenaires, dont les contenus, de formation, on va dire, sont des contenus, qui pourraient faire que, cela valide les heures réglementaires, de nos adhérents ou de nos clients. Mais on n'est pas dans cette recherche. On est toujours dans une recherche, qualitative et là, on recherche, actuellement des partenaires et on va travailler, sur l'année 2023, avec des partenaires, et voilà et notre côté, c'est on recherche la qualité et pour nous, la qualité est synonyme effectivement pour nos adhérents d'un gage d'être formés correctement. Voilà, c'est vraiment notre recherche. Émilie, de votre côté, du point de vue de la plateforme, est-ce que la plateforme mobilise des fonctionnalités ou des façons de renforcer l'engagement des apprenants? Alors oui, effectivement, au niveau du renforcement, je dirais que notre premier pilier, ça va être l'accompagnement. L'accompagnement qui est très individualisé et qui permet de suivre donc la progression de chaque apprenant, de voir s'il y a des motifs de décrochage, s'il y a des formations qui ne sont pas achevées. Donc on a un logiciel qui nous permet de voir tout ça et du coup d'intervenir en amont avant qu'il y ait du décrochage apprenant ou une démotivation. Donc effectivement, on reste à taille humaine et on essaye d'avoir à chaque fois un suivi qui est très personnalisé. Et la plateforme, effectivement, nous permet de voir ça, de voir les temps de connexion, de voir quelqu'un qui ne s'est pas connecté depuis un petit moment, des personnes qui arrivent au bout et qui n'ont pas fini leur parcours. Donc je dirais que pour nous, l'accompagnement individualisé est l'essentiel levier pour favoriser l'engagement en formation. Voilà et En j'avais plus juste pardon. de toutes les formations qualitatives sur lesquelles on se positionne. Voilà et j'avais Je juste sais, quelque Estelle, chose, que... Michel à excusez-moi, Oui, Michel, j'avais juste quelque chose à rajouter. Justement dans le nous sommes un organisme certifié Qualiopi et donc nous avons eu notre, audit de contrôle, hein, il n'y a pas si peu il y a si c'était au mois de mai. Effectivement, nous avons développé, cette partie des parcours non terminés. Donc maintenant, aujourd'hui, on est en capacité de voir si effectivement, comme disait Émilie, si les apprenants décrochent et ça fait aussi partie des obligations, d'un organisme certifié Qualiopi, d'appeler les apprenants
et de leur demander, pourquoi ils ont décroché, pourquoi ils n'ont pas terminé leur parcours et ça, c'est vraiment l'accompagnement jusqu'au bout. Voilà, de pouvoir, D'accord. être en capacité de voilà, d'accompagner l'apprenant et d'essayer de comprendre pourquoi il n'a pas fini sa formation. Alors ça peut être juste une question de: «Je n'ai pas terminé dans les temps», donc là, on va le repositionner sur un groupe pour qu'il puisse terminer, mais ça peut être aussi une autre problématique, donc c'est intéressant pour nous d'avoir ce retour, pour aussi nous améliorer et savoir pourquoi de temps à autre nos adhérents et les clients ne terminent pas leur formation. Voilà, c'était juste une petite aparté. Si je veux synthétiser rapidement ce que vous avez dit toutes les trois, puis je laisserai la parole à Estelle parce que j'ai des questions à lui poser ensuite. Euh, Au fond, cette question de l'engagement, d'abord, elle est clé parce que vos clientèles sont captives sans être vraiment captives, etc., etc. Donc, il faut en permanence renforcer cet engagement apprenant. Donc, on a entendu qu'une façon de le renforcer, c'était de démontrer le lien qui existe entre l'investissement qu'on fait dans sa formation et finalement les résultats opérationnels du business qu'on peut obtenir. On a entendu de la part de Mylène, notamment que finalement une façon de renforcer l'engagement, c'est de proposer des formations de grande qualité, d'éviter absolument le low cost. Et puis Émilie a insisté sur la notion d'accompagnement personnalisé. Et j'entends aussi que du coup la plateforme rend de grands services parce que notamment à travers ses statistiques, elle permet de savoir où ça décroche, quel est le trafic, etc. Et Mylène rappelle à juste titre que, étant, comment dirais-je, certifié Calliope, l'organisme de formation doit impérativement enquêter post-formation pour savoir pourquoi ça a décroché et comment est-ce on peut améliorer les choses. Estelle, donc on voit que la plateforme, elle est déjà centrale sur ces questions, mais elle permet beaucoup d'autres choses parce que finalement, une plateforme comme Moss Mind Insight est en quelque sorte un générateur de portails de formation et les portails de formation de Moss Mind Insight sont connus notamment pour mobiliser des ressorts comme la gamification, les leaderboards, etc. Ça aussi, ce sont, j'imagine, d'autres éléments d'engagement plus pédagogiques. Est-ce que vous travaillez sur ces pistes-là, vous continuez de développer une démarche dans ce sens? Oui, oui, complètement. Alors moi déjà peut-être, une première remarque, enfin quelque chose qui m'a interpellée, si je peux revenir sur ce que disait Victoire et finalement, enfin qui m'amène à me dire qu'il y a des similitudes entre, vos projets de formation, vos dispositifs, bien que vous fassiez partie de secteurs d'activité complètement différents. Victoire, tu as parlé de preuves, de conformité et finalement, bien qu'IABI ne travaille pas dans le secteur réglementaire, alors qu'LCGP Formation oui, on en revient toujours finalement, enfin à ce côté effectivement, conformité, preuve et à ce titre, effectivement, tout le reporting qu'on va trouver, dans un portail de formation, une plateforme comme Moss va aider, à suivre, l'état de progression, des participants, avec, tous les tableaux de bord qui est à disposition. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup d'autres leviers, et heureusement que ce côté effectivement, obligatoire et cetera, enfin dans un portail de formation, la gamification, ça fait, effectivement complètement partie, de cela donc on peut utiliser enfin nous on encourage, il y a des concepts comme ça chez Moss, hein, auxquels on tient beaucoup donc l'extended learning bien sûr, l'onboarding donc le côté intégration pour, dès le départ, marquer effectivement l'entrée en relation, hein, comme on le disait tout à l'heure dans les bénéfices. Alors ça se fait dans la plateforme, ça se fait aussi à l'extérieur. Hein, l'accompagnement, il est il se fait à différents niveaux et avec de multiples modalités finalement, comme l'est l'apprentissage. Mais c'est vrai que, en termes de gamification, nous, on y croit beaucoup parce que la gamification, c'est renforcer l'engagement de l'apprenant, lui donner des objectifs un petit peu plus ludiques, effectivement, que ce que peuvent être certains sujets de formation. Donc, c'est par exemple lui donner des objectifs d'atteinte, par exemple, de points, de crédits, de badges, d'encourager les apprenants à se challenger éventuellement entre eux pour continuer, favoriser l'ancrage mémoriel et puis participer à l'apprentissage.
Et puis il y a le côté effectivement évolutivité, hein, Michel, comme tu disais, nous on travaille sur ces sujets de gamification, onboarding, etc. Mais il faut faire vivre un dispositif, une plateforme, et donc nous on travaille au quotidien effectivement à l'évolutivité de nos fonctionnalités pour renforcer cet engagement. Il y a un autre point qui me vient à l'esprit à vous écouter. Vous avez parlé en fait d'onboarding. Alors c'est intéressant cette question de l'onboarding parce que au fond, très longtemps, la notion d'onboarding, d'intégration a été réservée aux collaborateurs nouvellement entrés dans l'entreprise, hein. On passe par une phase d'intégration. Alors autrefois, par exemple dans la banque et l'assurance, ça pouvait être des mois de formation dans l'organisme de formation interne. Et on sait que les plateformes digitales de formation ont changé beaucoup ça parce qu'elles permettent finalement de mettre le collaborateur, le nouvellement entré en entreprise, très vite en contact avec les opérations et finalement de créer un lien étroit entre la formation et la mise en application de ce qu'on apprend en formation sur le terrain, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette notion d'onboarding, elle concerne aujourd'hui aussi les clients, hein. C'est-à-dire, au fond, et on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a une analogie finalement, il y a deux modèles qui vivaient un peu séparément, d'un côté la formation corporate et de l'autre côté l'extended learning. On s'aperçoit qu'au fond, le collaborateur est de plus en plus traité comme un client, mais que le client est de plus en plus traité comme un talent de l'entreprise, parce qu'il va contribuer évidemment de la même façon qu'un collaborateur à la puissance, au développement de l'entreprise. Et donc, il faut onboarder de la même façon les clients qu'on onboard ou les partenaires qu'on onboard les collaborateurs. Donc, il y a vraiment, je pense, une analogie fructueuse qui est à pousser. Et alors, je pense que en fait, Estelle pourrait nous indiquer ça, mais je pense que cette analogie, d'ailleurs, a été poussée assez loin par Moz, puisque vous avez développé une stratégie de ce qu'on appelle les Smart Learning Portals, c'est-à-dire la possibilité, finalement, par exemple, de se doter d'un portail d'onboarding qui a un design et qui a des contenus qui sont spécifiquement dédiés à onboarding. Donc, finalement, un portail dédié à cela. Et donc, je pense que ce portail de onboarding ressemble à des portails de onboarding clients, de portails de collaborateurs. Est-ce que je me trompe sur cette stratégie de Smart Learning Portal, Estelle? Non, pas du tout. L'idée derrière ces Smart Learning Portals, c'est effectivement de développer des templates, des univers d'apprentissage un petit peu standardisés pour répondre à certaines problématiques et certains enjeux. L'onboarding en fait partie. Donc effectivement, on a un petit peu modélisé, si vous voulez, la manière de faire de l'intégration sur une plateforme e-learning. Donc on est les premiers testeurs et ambassadeurs de ça chez Moz, puisqu'on est en train de mettre en place une plateforme de onboarding en complément de notre centre de ressources, donc Moz Center, qui aide au quotidien nos clients. Là, l'idée dans ce dispositif de onboarding, c'est vraiment en fait de faire monter à bord nos utilisateurs dans leur usage au quotidien de la plateforme, que ce soit sur la partie administration ou édition de contenu. Et donc cette structure qui a été créée pour ce dispositif onboarding, elle peut tout à fait être transposée pour l'onboarding que nos clients, cette fois-ci, réalisent auprès de leurs partenaires et clients. J'ai une question maintenant sur le catalogue, parce que vraiment, ça c'est apparu comme un point clé. Au fond, avec deux options différentes. J'imagine que chez Kiabi Victoire, l'essentiel des contenus pédagogiques digitaux, comme des contenus de formation délivrés en présentiel d'ailleurs, ce sont des contenus sur mesure Kiabi, à la fois sur les produits, les collections Kiabi, peut-être même les techniques de vente Kiabi. Et donc, la question qui se pose là, évidemment, c'est celle de comment est-ce que vous arrivez à créer suffisamment de contenu, suffisamment rapidement pour suivre le rythme finalement de ces collections et des besoins des franchisés et des affiliés, avec quel type d'outils auteurs, d'organisation, etc. Est-ce que ça, c'est une problématique clé chez vous? Alors,
Il faut savoir que chez Kiabi, l'offre qui est mise à disposition de nos clients partenaires, de nos franchisés, c'est une offre extrêmement essentialisée. C'est-à-dire qu'on va vraiment leur mettre à disposition des fondamentaux, des éléments qui font l'ADN de la marque et qui leur permettent de faire vivre une expérience client qui soit marqué Kiabi, et un client qui rentre dans un magasin succursaliste en France et un client qui rentre dans un magasin franchisé au Congo, il doit plus ou moins vivre la même expérience client. Donc du coup, on est sur une offre qui est assez restreinte finalement, qui est très essentialisée, qui est principalement produite en interne, voire à 95% produite en interne. En tout cas, on s'appuie sur nos experts métiers internes qui sont les garants finalement de cette expérience client, que ça soit, encore une fois, je le disais, sur le merchandising ou sur la relation client. Donc, du coup, c'est les experts internes qui vont être porteurs de cette connaissance. Et ensuite, on a deux manières de fonctionner. Soit on a une production, enfin, on a ce que j'appelle une mise en pédagogie qui est faite en interne quand on est sur des dispositifs qui sont assez légers. Et quand on est sur des dispositifs qui sont un peu plus lourds, on va travailler avec des partenaires qui vont assurer cette mise en pédagogie et qui vont produire les contenus, que ce soit des contenus e-learning asynchrone, que ce soit des contenus, des itinéraires pédagogiques pour des classes virtuelles ou pour des formations en présentiel. Merci Victoire. Alors là, du côté de LCGP Formation, on est dans une toute autre problématique, puisque Mylène disait tout à l'heure, notre but, nous, c'est pas de les créer, ces formations, c'est d'acheter des contenus sur étagères présentielles ou digitaux à l'extérieur. Et donc, notre métier, c'est d'identifier les possibles partenaires, fournisseurs de formation, évidemment, ensuite de les sélectionner, d'animer ses partenaires et de créer tout de même un sens général au catalogue de LCGP Formation. C'est bien ça l'idée, Mylène, pas de création en interne. Alors, pour la partie présentielle, si, c'est-à-dire que, donc, en ce qui concerne, les formations des conseillers en investissement financier, donc, comme c'est très réglementé, ils dépendent, donc il y a des obligations édictées par l'AMF, hein, l'Autorité des marchés financiers. Donc, tout ce qui concerne les formations réglementaires, il y a des actualités, il y a des obligations. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de coller au plus près et de savoir toujours tout ce qui se passe, en matière de réglementation. C'est très important. Donc, pour les conseillers en investissement financier, donc autorité des marchés financiers, et pour tout ce qui concerne les formations, banque et assurance, là, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui s'appelle l'ACPR, qui édicte, les règles, et nous sommes obligés aussi de les suivre. Alors pour les formations en présentiel, donc on prépare toujours notre catalogue, enfin notre catalogue notre plan de formation, là nous travaillons actuellement sur notre plan de formation 2023, et nous allons bâtir, des thématiques. Donc nous passons par des intervenants externes, mais nous bâtissons toujours des thématiques qui sont en corrélation avec, l'actualité, aussi bien dans le domaine financier que dans le domaine bancaire et assurantiel. Donc, on choisit les thèmes, on fait des vrais déroulés pédagogiques et cetera, une formation en face à face de 7 heures, par jour. On sélectionne les formateurs, et donc là, ensuite, sur une année, on fait à peu près une dizaine de formations en présentiel, que nous faisons dans toutes D'accord. les régions, de Paris, Bordeaux, Aix-en-Provence et cetera. Donc, je dirais que pour le présentiel, c'est un petit peu différent. On a quand même plus, on va dire, de latitude et de choix dans les thématiques, même si on est obligé de coller, à l'actualité et aux obligations édictées par, les autorités de tutelle. Et par contre, pour le choix effectivement des prestataires, en e-learning, nous choisissons toujours des prestataires, dont les formations sont mises à jour,
en fonction, des modifications de la réglementation. Pour nous, c'est obligatoire. Un adhérent ne peut pas suivre ou un client ne peut pas suivre une formation, dont les modules, s'il y a une loi qui est passée, dont le module ne serait pas mis à jour. On ne peut pas faire ça, c'est voilà. Donc on est toujours obligé de, heu, par le journal officiel, par les voies légales, de vérifier, que tous nos modules soient toujours en conformité. C'est pour ça qu'on fait appel, à des vrais professionnels de la formation, dans les domaines réglementaires, qui font ces mises à jour, voilà et Et, très et- bientôt, nous allons aussi, essayer de créer, 1 voire 2 modules, ce qu'on appelle du e-learning propriétaire où là et ben, les contenus, ce seront nous qui serons obligés, de les mettre à jour, puisque ce seront nos propres modules. et là, on peut imaginer, Émilie, qu'une partie de votre travail, c'est de vous assurer de la bonne intégration des modules e-learning que vous sélectionnez à l'extérieur dans le portail de formation Moz My Site, j'imagine. C'est exactement ça, Michel. Voilà, c'est s'assurer que tout fonctionne, que ça soit les bons modules, ce qu'on est commandé, et puis ensuite, on les intègre au niveau de notre plateforme. Merci pour ces précisions. Estelle, je crois que tu avais prévu un nouveau sondage, c'est ça? Donc, aimeriez-vous en savoir plus sur les fonctionnalités de la plateforme LMS, Learning Management System, dédiée à la formation de l'entreprise étendue? Et donc, pour voir les résultats, il faut aller dans l'onglet sondage. Ah, il y a beaucoup de curiosité. C'est bien. Oui, j'étais en train de dire que ce sondage, enfin, l'idée derrière ce sondage, c'est de vous interroger un peu plus sur les aspects fonctionnels, on va dire, dédiés à ces particularités Oui, qui parce font que. qu'il est vrai qu'on aurait pu, comment dirais-je, prendre l'option pour les 2 études de cas, Kiabi et LCGP formation, d'avoir des copies d'écran pour montrer à quoi ressemblaient les portails de formation. Mais ça nous aurait entraîné un petit peu loin. Donc, on a préféré rester au fond du sujet et évidemment complément si nécessaire pour une prochaine réunion pour celles et ceux qui le souhaitent. Est-ce que tu veux commenter, Estelle, les résultats du sondage? Oui, bah, les résultats me vont bien puisque, pour la Bon, plupart d'entre vous, bah, ce serait oui, volontiers, par curiosité. Donc, on va voir comment organiser effectivement, peut-être quelques démonstrations pour, bah, vous montrer tous les leviers, que vous pouvez actionner, bah, par une plateforme comme la nôtre. Tout à l'heure, je parlais de gamification, mais j'ai oublié de citer plein d'autres éléments, bien entendu, Émilie en parlait, hein, il y a le blended learning aussi, ça c'est un élément effectivement essentiel. Aujourd'hui, on voit bien la formation, elle passe plus par une seule modalité pédagogique, donc avec des portails de formation, aujourd'hui, vous pouvez bien entendu allier, mixer e-learning avec d'autres modalités, donc ça en fait partie. Il y a également, on n'en a pas parlé, mais tous les aspects liés au social learning, donc tout ce que vous pouvez faire pour communiquer, animer en fait des communautés d'apprenants. Donc voilà, beaucoup de fonctionnalités et de choses à vous présenter. Enfin, si vous le souhaitez, on répondra, enfin, on vous montrera ça avec plaisir. et d'ailleurs, les questions que vous pourriez avoir, elles ne sont pas forcément posées maintenant, elles peuvent être posées dans le temps, dans les jours qui viennent. Et je sais que aussi bien Estelle que Victoire, Mylène et Émilie y répondraient volontiers parce que notamment les 2 clients de Boss My Site sont généreux pour avoir vraiment ouvert leur projet, leur réussite. Et je vous en remercie de nouveau. Alors, au passage, d'ailleurs, j'imagine, Estelle, que tout le monde recevra le replay du webinaire, la possibilité donc de le rejouer, éventuellement de le jouer en interne en cas de besoin. Et puis, surtout, le site et le blog de Boss Mind Insight est une mine d'informations sur l'entreprise étendue, parce que vous êtes vraiment spécialisé là-dessus. Donc, il y a des livres blancs, il y a des articles, etc., qui permettent vraiment de dégrossir
dégrossir le sujet. Il est temps il est temps, peut-être est-ce que je peux mettre ma trombine? Voilà, puisque maintenant je peux prendre le risque d'être coupé à cause de la bande passante qui est un petit peu légère. Donc j'existe vraiment, je ne suis pas seulement une photographie, j'étais bien là ce matin. Je vous remercie vraiment Victoire, Mylène, Émilie d'avoir joué le jeu, de nous avoir apporté ces lueurs très intéressantes. Estelle, bien sûr, toi aussi qui sait tellement de choses sur ces questions. Marion qui est à la manœuvre, on ne la voit pas, mais c'est grâce à elle que tout ça s'est bien passé. On est toujours un petit peu surpris, heureusement surpris que tout ça fonctionne, que les réseaux ne nous laissent pas tomber. Non, mais c'est parfait. Et puis surtout, je remercie vraiment les participantes et les participants à cette réunion, nous avoir consacré 1 heure sur ce sujet particulièrement intéressant de l'entreprise étendue. Voilà, je vous remercie toutes et je vous dis à bientôt. À Merci bientôt, beaucoup. merci à tous et à toutes. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.